moi, il y a un docu euh, que je vous ferai bien partager euh, sur Georges Perros, qui est un poète justement sur lequel j'ai fait mon travail, mon mémoire, et donc ça me plairait bien de revenir dessus en tant que premier, premier live React, parce que, euh, parce que je connais bien en fait, donc ça me permet de pouvoir... Georges Perros, Une vie ordinaire. Alors, comme je vous disais, c'était un travail sur l'écriture, l'autobiographie versifiée. Et, euh, et donc là, c'est un documentaire sur la vie de Georges Perros. Et son... En fait, le documentaire s'appelle Une vie ordinaire, en référence justement 20 appartements en seulement un an, soit 4 immeubles, tous à son financés. œuvre Mais comment j'ai pu enchaîner les prêts autobiographique, immobiliers en... Une vie ordinaire. Donc c'est juste pour faire un petit point sur son travail, c'est un roman autobiographique en vers, donc il appelle ça un roman-poème. En vérité, pour moi, c'est plus une sorte de journal intime poème. Il n'y a pas vraiment de narration. On a affaire à des poèmes en octosyllabes non versifiés, enfin non rimés, donc des versifiés mais non rimés, des octosyllabes, qui pour lui représentent vraiment la fluidité, etc. Et on a vraiment affaire à des pensées. En fait, il considère ça vraiment comme une autobiographie, et c'est considéré comme une autobiographie, mais c'est quand même très fluide. Le début est très autobiographique, mais peu à peu, on s'éloigne vers des considérations un peu générales, etc. Mais du coup, il y a le côté très journal intime qui rend la chose très, très puissante, très évocatrice. Nicht lang sind wir gescheiden, als fertig war ihr Sein. Die kurze Frist in jedem, den Kirchenliebe da. Moi, je chante pas mal, le bonhomme. Ne comptez pas sur moi pour traduire les paroles. Ah oui, d'ailleurs, petite question, est-ce que vous voyez quand je mets en plein écran parce que des fois, il peut y avoir un peu des bugs sur mon Mac, ça peut un peu faire étrange. Donc n'hésitez pas à le dire si jamais d'un coup, quand je suis en plein écran, par définition, je peux pas voir le retour. Donc voilà, n'hésitez pas. J'aime bien, ça fait un peu chanson de Noël, je trouve. Ce petit regard de coquin là. C'est de folie de tourner un film de Georges Perros, non? Tu crois pas Bah, oui, je trouve drôle que Georges paraisse, quoi. Mais on a l'impression de quelqu'un qui se prête d'un côté et qui se défend de l'autre. C'est l'homme qui veut passer inaperçu, qui ne veut pas être à l'avant-scène et qui a dit, je crois, dans un de ses aphorismes, je me suis fait un nom, N-O-N. Ouais. Vous voulez que je sois connu? C'est marrant. Ben non, mais parce que j'aimerais... Alors oui, je me suis fait un nom. Pour moi, ça peut évoquer deux choses par rapport à sa vie. En fait, Georges Perros, déjà son vrai nom, c'est pas Georges Perros, c'est Georges Poulot, je crois. Et Perros, en fait, c'est une ville en Bretagne. Et en fait, son nom est pris par rapport il y a un rapport étymologique par rapport à la falaise, en fait. C'est l'homme de la falaise, en fait. C'est l'étymologie qu'il a choisi pour son écriture. Donc ça, c'est la première interprétation un peu que j'en fais, parce que je n'ai pas très bien compris, en fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit donc Georges paraisse inaperçu. Qui veut passer inaperçu, qui ne veut pas être à l'avant-scène, et qui a dit, je crois, dans un de
ces aphorismes, je me suis fait un nom, N-O-N. Un nom, un Noan. Peut-être du breton, je sais pas, parce que c'est un passionné de Bretagne, justement. Oui, j'ai pas précisé, c'est vrai que c'est important. En fait, ce reportage, il se fait à Douarnenez, dans sa maison, enfin pas dans sa maison, mais dans son village de cœur, en fait, breton. Alors lui, il est parisien. Et justement, la deuxième interprétation que je faisais par rapport à je me suis fait un nom, ça peut être une sorte de jeu de mots. Il faut savoir que Perros est aussi aime pas mal l'humour. Euh, un jeu de mots vis-à-vis du fait qu'il était acteur avant. Et donc à Paris, il s'est littéralement fait un nom, dans le sens où il est devenu célèbre. Et quand il s'est exilé à Douarnenez après, pour sa retraite en fait, retraite littéraire, hein, et il s'est fait un nom dans le sens où il a vécu comme lui-même et pas comme d'autres personnages duquel il aurait pris les noms en tant que comédien de théâtre. Que je sois connu, c'est marrant. Ben Connu, non, ouais. parce que j'aimerais Moi, me je, faire moi, je connaître. suis très bien comme je suis, moi je m'en fous. Je veux dire, c'est pas. Non, mais il y a tellement de gens qui sont connus et qui ne veulent pas d'être connus, quoique. Après, c'est Alors, vrai que genre- la troisième interprétation est juste la plus simple, hein, peut-être tout simplement. Il a dit ça en disant qu'il a eu sa célébrité quand même, qu'il est la plus grande, parce que c'est vrai qu'il était un peu connu en tant qu'acteur, mais c'est pas trop comparable. On n'aurait jamais fait un documentaire sur lui de son vivant s'il n'avait pas écrit. Par exemple, on le voit de partout. Qui Très ça bien, Jean du Tour. Au démarrage, il y a un personnage insolite, quoi. Sur le port, on est habitué. Enfin, pendant la période d'été, c'est différent, quoi. Et on voit énormément de Il ne faut monde. pas venir l'hiver tout seul ici. Mais l'hiver, évidemment, une silhouette sur le port. Dangereux, dangereux. Ah non, moto. C'est ça, oui. Des fois, pas de feu. Et encore, c'est pas moi qui espionnais la chose. Hein. La maréchaussée était là. Mais d'accord. il y a eu de ça. Oui, oui, non, c'est curieux, parce que c'est curieux, oui, c'est vrai. Vous êtes curieux pour ça. Parce que. Moi, je suis curieux, pas que moi. Parce Je que- dis ce que je Ah, pense. on voit pas. moi, Vidéo, je verrais vidéo, un image. gars comme D'accord, ça, je désolé. crois que je Bon, au sauterais moins dessus. vous avez entendu le son. Oui, je J'allais peux pas une mettre en fois plein encore écran. vers cette Bon, Bretagne c'est pas très grave, je trouve que qui c'est m'a sympa très comme ça jeune aussi. fasciné, Ouais, merci qui m'est Nino Hamas. aimant quand j'en suis loin, qui m'est douleur quand de trop près Je j'en te fais subis la loi spammer. inflexible de pierre, de ciel, d'horizon. Les hommes partout se ressemblent, les lieux n'y pourront jamais rien, les lieux ne nous donnent à vivre qu'avec parcimonie. Tiens, je vais remettre le petit passage. J'ai Très pas été attentif. fasciné. Et la poésie, ça s'écoute Moi, pas. je d'une verrais oreille. un gars comme ça, je crois que je sauterais dessus, quoi. Quoique, pourquoi pas. J'allais une fois encore vers cette Bretagne qui m'a très jeune fasciné, qui m'est aimant quand j'en suis loin, qui m'est douleur quand de trop près j'en subis la loi inflexible de pierre, de ciel, d'horizon. Les hommes partout se ressemblent, les lieux n'y pourront jamais rien, les lieux ne nous donnent à vivre qu'avec parcimonie. Les lieux ne nous donnent qu'à vivre qu'avec parcimonie. Je signe Nomaz, le spam 99. Bon, alors comme par hasard, on parle de Bretagne et il se met à pleuvoir. Je vais aller fermer mes fenêtres 2 secondes. Je reviens. Je vous laisse sur ces jolies phrases de Perros. Je reviens dans 2 secondes. Hop, là, me revoilà. C'est bon, tout est bien étanche. On va pouvoir se plonger chez Perros le Breton. S'immerger complètement, sans risque de submersion. Je suis parti un matin de Paris et il m'a semblé que c'était définitif, mais ça n'était pas définitif. Ce n'est jamais définitif. C'est devenu définitif à partir du moment où j'ai pu amener quelque chose, un autre. Je crois qu'on vivre seul, c'est difficile, vous savez. C'est drôle, vivre seul c'est difficile. Il y a en fait, dans la pensée de Georges Perros, il y a quelque chose qui est,
enfin la pensée. Dans l'écriture de Georges Perros, autobiographie, dans l'écriture autobiographique, en tout cas Georges Perros, il y a quelque chose, il y a une tension entre le besoin de solitude et j'ai envie de dire parce que la dépression en fait. Et par exemple, il y a une phrase un peu qui m'avait marqué parce que qui dénotait vraiment par rapport à, à l'esprit de l'œuvre et même de... En fait, dans l'idée de faire une autobiographie, c'était un petit peu étrange de dire ça. Il y a une phrase, c'était le suicide n'est jamais bien loin de nos retours chez nous ou à la maison, quelque chose comme ça. Mais vraiment là, c'est vraiment presque exact. Et c'était assez surprenant parce que là, on avait l'impression, je sais pas, d'une espèce de craquage assez étrange. Et donc oui, quand il dit... En fait, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup expérimenté la solitude, assez volontairement, mais en fait qui paradoxalement en souffre assez. Donc cette phrase, je la trouve très pérosienne. J'allais retrouver une femme qui m'attendait, avec laquelle j'allais devoir vivre, ce qui n'est pas, ne serait-ce qu'avec soi-même, une sinécure. C'était sérieux. Fallait recharger les accus, changer tous les meubles de place, mais en changer l'âme, comment? Qu'avais-je à perdre ou à gagner? Je me sens tour à tour valet, roi, fou, cheval, pion, oh, le jeu d'échecs sur le grand damier de ma vie, et ce coin d'enfer dans mon crâne, porte battante à jamais. Une femme m'attendait, je ne pouvais plus reculer, j'en serais mort, conscience en berne. Je ne pouvais plus dire non à ce oui fugitif qu'un soir je mis à son oreille comme boucle, mais boucle de ma vie, boucle de ma stupéfaction de faire acte de présence sur cette terre qui n'en peut plus, qui geint, qui est malade de partout, qui va bien sauter un de ces jours quand on est à bout, on se suicide. Je sais pas si c'est la plus belle déclaration d'amour qu'on ait vue dans l'histoire de la poésie. Mais voilà, comme je disais, hein, le suicide, en fait, c'était pas si dénotant de ça, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être un thème assez récurrent chez lui. Hein. Les hommes meurent de plus en plus gaiement, comme s'ils lançaient un à la vôtre aux malheureux qui restent. Les hommes sont dans une ornière, pourtant, parfois, l'inspiration d'un terrain resté vierge, à jamais indéchiffrable, à jamais indéfrichable. Ah, ça j'aime beaucoup. À jamais indéchiffrable, à jamais indéfrichable. Patate. Ça se sent, il en a gros sur la patate. Oui. Oui, j'ai l'expérience de la vie et ouais, a l'air d'être très dur pour lui. Mais si ça peut lui permettre d'écrire de belles œuvres, écoute, on lui pardonne. Hein. Mais oui, moi j'aime beaucoup ce genre de... Justement, ça c'est vraiment mon type d'écriture. Enfin, ce qui me plaît vraiment, c'est le jeu de mots, mais qui a du sens, à jamais indéchiffrable, à jamais indéfrichable. Du coup, cette contrepétrie, hein, parce que c'est le nom du... Et ben, je trouve que c'est vraiment... Et oui, moi aussi, je trouve que c'est très joli. Moi qui suis relativement assez dur... Enfin, assez dur. Je suis pas très dur en matière de littérature, mais c'est assez rare que je sois embarqué vraiment par des œuvres ou des auteurs, etc. Et Georges Perros, justement, je suis content de le retrouver là ce soir, parce que j'avais bien aimé l'étudier. Vraiment, j'avais vraiment bien aimé l'étudier. Que ce soit le personnage ou vraiment son écriture. Je trouve que c'est pas quelqu'un qui... Mais justement, hein, c'est une vie ordinaire. Je trouve que c'est pas quelqu'un qui se la raconte trop, mais qui en même temps a pas peur d'aller vraiment dans le fond des choses. Et qui a une écriture très légère en fait, finalement, très légère et en même temps très littéraire. Enfin, moi je trouve très légère, parce que je suis d'accord que bon, c'est quand même assez lourd à suivre déjà, et en même temps bon, là on parle de thématiques assez inquiétantes. C'est la Bretagne, c'est la mort de l'Occident, tout simplement. Et comme l'Occident est dans un état moribond, oui, enfin, partout, il y a des foyers de mort, enfin, en Occident, qui sont récupérés d'ailleurs. L'Occident va chercher la mort ailleurs encore.
Et l'Occident récupère la... Je comprends vraiment pas pourquoi il dit que la Bretagne c'est la mort de l'Occident. Il parle peut-être de misère. On est quand? On est en 67, quelque chose comme ça. Je comprends pas trop pourquoi il dit ça, franchement. Alors peut-être, moi ouais, non, je sais pas trop. Parce que c'est un pays assez en grande difficulté, c'est un pays Oui, intenable. la misère. Alors moi, c'est je trouve que enfin, tous les jours, je pense que c'est intenable. Alors il faut que je trouve une équivalence. Je trouve qu'aujourd'hui, l'homme est sans identification. Il n'y a plus d'identification à l'homme, donc il faut bien se trouver. Et moi, j'ai plaisir à vivre Oui. en Bretagne, oui, parce que la Bretagne m'a donné ça. Je suis à Saint. Georges arrive sans prévenir, jamais, il ne me prévient pas. Je l'ai vu arriver un soir au dernier bateau. Et puis, bon, il est venu chez moi, on a pris le pot ensemble, on a parlé de tout et de rien, et puis de choses qui nous concernent. Et puis le matin, Georges était parti par le premier bateau qui repartait. Il est venu comme ça passer la nuit à Saint. Alors je trouve ça intéressant, pareil, quand il dit on a parlé de tout et de rien. C'est quelque chose qui est très le pays breton. C'est joli, hein, c'est joli la Bretagne. Regardez, moi c'est Pierre, etc. Il y a quand même un sacré cachet. Hein. Et oui, en plus là on est vraiment dans le Finistère. Alors c'est vraiment la Bretagne des Bretons. Hein. Et oui, qu'est-ce que je disais? Oui, parler de tout et de rien. Il y a vraiment chez Perros cette envie de discontinuité et de passer un peu par tous les chemins, d'avoir une grande variété de sujets, de ne pas trop avoir de fil continu. Donc c'est assez évocateur. Imaginez que l'île de Saint est un poème, et un poème avec tout ce qu'il peut y avoir dans un poème, c'est-à-dire la mort et la vie, l'envers et l'endroit. Bon, eh bien. Et si je dis que les Sénans sont gays, ce qui est vrai d'ailleurs, eh bien, ils sont dans la mort et la vie, comme tout le monde. Ce qui est tragique, c'est de croire qu'on va vivre éternellement, donc qu'on est un homme éternel, et qu'on a sa retraite à la fin de l'année, enfin de nos années, et qu'on va être heureux à partir de la retraite. Moi, j'ai bien envie d'être heureux. J'ai pris ma retraite bien avant. J'ai pris ma retraite vers 18-19 ans. Vivre ici, ça te paraît... C'est rigolo, c'est vrai. Voilà. Autre élément essentiel de l'écriture de Perros, c'est cet humour. Mais un humour toujours qui fait sens, en fait. C'est un humour en conscience. C'est pas un humour gauliard comme on peut trouver, je sais pas, moi, chez Rabelais. C'est pas un humour acide, ironique. C'est un humour un petit peu fataliste et un humour très esthète, en fait. Qui aime bien les jeux, les acrobaties intellectuelles, les acrobaties verbales. Même si on n'est vraiment pas au même niveau que l'Oulipo, hein, je pense pas que Perros soit un Oulipien, mais il a quand même ce goût pour le jeu. Voilà, le jeu. Curieux, en fait. Non, moi ça me paraît très possible. Eh ben moi je trouve pas. Non. D'ailleurs, tu es comme les gens d'ici qui m'ont souvent... quand on vient vivre ici avec eux, ça leur paraît suspect. Alors ils pensent à tout sauf au plaisir qu'on peut éprouver. Or, toute espèce d'ambition, ou évidemment. Alors ils cherchent à savoir pourquoi on vit avec eux. Comme si... Ils se calomnient, j'entends par là. Comme s'il n'était pas plus agréable de vivre ici, quelle que soit la situation sociale, que de vivre, puisque tout le monde se plaint des grandes villes, etc. Bon, eh bien moi, après tout, je vois pas pourquoi je ne me paierais pas ce plaisir qui est gratuit, là. La mer que j'entends et la mer que je vois et dont je profite tous les jours, je suis toujours récompensé quand je sors de chez moi. Elle est toujours là, je suis toujours là, on est ensemble, c'est parfait. C'est pour ça qu'on parlait de la mort, eh bien, peut-être que c'est... Mais c'est pas la mort, ça. Moi, je me paye ça gratuitement toute l'année. La mer, pour moi, a été assez vite aussi l'espèce de mort en mouvement, quelque chose qui est tragique. Pour moi, la mer n'est pas un lieu... Je n'imagine pas qu'on puisse venir en vacances au bord de la mer, par exemple. Je trouve ça extrêmement dangereux. Enfin, c'est un peu oublier que c'est un monstre. Et alors... C'est super cette vision un petit peu j'allais dire dépoétisée, mais justement pas, mais déromantisée de la mer
C'est bien parce on a tellement associé la mer un peu au coucher de soleil, à l'idylle, etc. que effectivement, je suis assez d'accord avec lui. On a assez tendance à oublier le côté, ouais, dangereux et agressif de la mer. Et aussi avec cette question de solitude, je veux dire, le marin qui est sur son bateau, il est seul face à la nature. Il réhabilite une vision de la mer qui a été perçue comme telle pendant assez longtemps et qui maintenant est moins le cas. Pour moi, la mer, c'est un peu ça. On peut glisser de la mer à la mort et à l'amour, comme j'ai essayé de faire euphoniquement. Et il y a certainement une vérité là. Alors, je suis près de la mort, effectivement, mais c'est une mort tout à fait gaie. Pourquoi Douarnenez? C'est pour la baie quand même, pour la beauté de la chose, non? Bon, il fallait bien se poser quelque part. Je venais tout seul, je faisais tous les coins, avec mes valises derrière, sur la moto. Ici, en l'occurrence, à Douarnenez, c'est assez facile parce qu'il y a une gentillesse naturelle qui est ambulante, c'est-à-dire qu'elle est dans la rue. Il y a un bonjour par 10 mètres ici, quoi. Les gens à Douarnenez et les Bretons en général, je trouve ça très bien, ils ne se reçoivent pas les uns les autres. Il n'y a pas de... À Paris, par exemple, on se saoule en famille le soir, quoi. On invite les amis et il y a des... Bon, ici, ça se passe dans la rue. Et tout se passe dans la rue. Tous les amis que j'ai, c'est dans les cafés que je les trouve, évidemment. On se retrouve dans les cafés. C'est pas une raison pour se saouler, mais c'est la seule manière de vivre un peu ensemble. Et évidemment, on ne se dit pas des choses sublimes. Mais ça, c'est le côté port. C'est-à-dire qu'un port, c'est quelque chose qui vit quand les pêcheurs rentrent. Et les pêcheurs rentrent, eh bien, ce qu'ils font, ils vont dans les cafés, naturellement. Ils vont boire un petit quelque chose avant de rentrer chez eux. Bon, je sais pas, j'imagine que c'est du breton, mais ça sonne pas trop à l'image que je me fais du breton. On dirait plus, je sais pas, du hollandais, du danois, je sais pas. Ça, c'est avec les marins, on peut jamais être sûr. Peut-être même de l'allemand. Monsieur Pencalet, vous avez bien connu Georges Perros, vous le connaissez bien. Oui, Georges. Oui, quand est-ce que vous l'avez connu? Hein? Quand est-ce que vous l'avez connu? Oui, Georges. En été, bien sûr. Oui. Quand t'as dit, il y avait nous. Il y a 15 ans, quoi, c'est ça. Oui, il y a 15 ans. Avec nous, pas de pêche, quoi. Oui. Ah ben, depuis, je les connais. Oui, bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'il est venu à Douarnenez, Georges Perros? En villégiature. En villégiature. Quand je suis venu dans le Finistère, j'ai eu l'impression de passer d'un pays plutôt froid, difficile, à une grande famille. C'est-à-dire que le Finistère, tout à coup, j'étais en moto, et bien sur la route, enfin c'est un symbole, mais c'était un peu ça, il y avait des grands-mères et des enfants. C'est ça, je pense que pareil, il y a aussi un attrait peut-être, je sais pas, étymologique aussi pour le Finistère. Peut-être il en parlera, allons savoir. Mais Finistère, c'est là où la terre se finit. Du coup, forcément, quand il parle de rapport mer-mort, je veux dire, le Finistère est assez évocateur à ce niveau-là. Et j'étais tout à coup là accompagné dans mon errance par des vieilles grand-mères. Alors les vieilles grand-mères, moi je suis pas contre, et les enfants. Et alors après j'ai découvert les hommes, enfin les adultes. Mais les adultes ils sont partout les mêmes. Pourquoi est-ce qu'il est resté alors? Oui. Il se plaisait bien, il s'est dormi, quoi. C'est un feignant. Ouais. Feignant, non, souvent toujours. Au bouc était toujours à Georges. Ouais. Je comprends vraiment rien ça. Et quand je suis venu, j'étais tout seul ici et Joss a été mon ami le premier qui m'a pris en charge en quelque sorte. Quoi. Quand je venais l'hiver ici, je venais l'hiver tout seul. Et je retournais à Meudon et voilà, j'étais comme la mer, j'étais travaillé. Alors, j'étais travaillé, j'avais des plaies qui se formaient dans le crâne comme ça, et la Bretagne est un pays de cet ordre, c'est-à-dire qu'il y a de la magie dans la peau. Quand tu as connu la fascination bretonne une fois dans ta vie, tu es foutu. Il a découvert le secret de la Bretagne, celui que nous cherchons tous, enfin, il le cherche aussi comme nous le cherchons tous, quelque chose de très profond en nous, que peut-être chaque homme porte profondément en lui, je ne sais pas. Je me suis donné des protections. C'est marrant ça.
de prêter à un territoire sorte de secret, émotionnel expérimental. C'est assez drôle. Ça, j'ai envie de dire, ça se débat. Et des protections, pas d'ordre humain, des protections d'ordre, disons, naturel, c'est-à-dire que la Bretagne, par exemple, pour moi, c'est une protection. Je trouve que la mer qui travaille à côté de moi en ce moment, qui est là, qui fait son travail, qui fait sa navette, comme ça, eh bien, et les arbres, et le ciel, et tout ça, pour moi, je me dis, au moins là, eux ne me feront pas de mal. Ça, sans être l'étranger, entre parenthèses, il y a... C'est marrant, il dit eux ne me feront pas de mal. Ils sont à 4,5 g chacun. Non, mais totalement, hein. De vrais Bretons. Bah, on les voit dans les pots. C'est vrai que la personne qui parlait, je savais pas quelle langue il parlait, peut-être qu'il parlait juste le 4,5 g, comme tu dis, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est drôle parce que là, il vient de dire, je sais que la mer me fera pas de mal, etc. Mais juste avant, il disait, oui, la mer, c'est aussi la mort, elle est dangereuse, je comprends pas pourquoi on viendrait en vacances. Mais c'est parce qu'en fait, là, il parle sûrement d'une espèce de neutralité un peu, j'ai envie de dire, ataraxique. Le lundi soir comme les autres là-bas. Un lundi soir comme les autres. Et oui, je pense qu'en fait, quand il parle de la mort, en fait, il parle plutôt de l'apaisement, etc. Et quand il dit cette mère qui travaille, etc., je crois que je vois un peu où il veut dire. Mais c'est marrant, on pourrait presque se poser la question. Un individu qui vient, hein, on ne le connaît pas, et on a une méfiance naturelle des choses. Moi, qu'on me serre la main fort, qu'on me serre pas la main, qu'on me regarde de face, qu'on me regarde de travers, pour moi c'est terminé cette histoire-là. Georges, pratiquement personne ne le connaissait en dehors de René. Oui, il y a une recherche un petit peu monastique aussi, hein, de la paix, du retrait, de la paix intérieure dans sa démarche. Non plus, je connaissais pas mon René. Oui, mais il y a donc un temps de passage comme ça. Moi, quand je suis regardé dans le dos, je le sais. J'ai l'impression que Georges Perros est arrivé à Douarnenez et puis qu'il a inquiété tous les Douarnenistans. Il a quand même une vie comme tout le monde. Il ne veut pas d'ailleurs faire l'animal rare. Tout le monde. Ouais. C'est c'est les autres qui le voient animal rare. C'est pas lui qui est animal rare. Si le type vous donne des preuves et des gages d'amitié, comment ne pas être avec lui, enfin, quoi. Il souffre de ne pas être aimé pour lui-même, pour ce qu'il est dans sa peau, tout simplement. Et ça, c'est une peau tendue de cette manière, c'est extraordinaire, bien sûr. Et ça, c'est vrai qu'il faut bien reconnaître quelque chose à l'autobiographie de Georges Perros, c'est que il fait beaucoup d'efforts, plus que Queneau, pour essayer d'être dans le juste. En tout cas, c'est vraiment l'impression que ça donne dans son style. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de pourquoi avoir utilisé des octosyllabes, qui est donc une contrainte qui est artificielle en fait. Il explique ça par la question de la fluidité. Et en tout cas, dans les thèmes qu'il aborde, il va parler aussi bien de souvenirs, de manière un peu classique, que vraiment de honte, de choses vraiment très affreuses sur lui, que de choses... les meilleurs moments de sa vie ou des grandes fiertés, etc. Des grands doutes, beaucoup de doutes, mais toujours avec un certain recul. Un recul presque analytique, en fait, presque, j'ai peut-être envie de dire psychanalytique. Et cette question de vouloir être aimé pour ce qu'il est, il y a aussi cette volonté d'écrire ce qu'il est vraiment. 20 appartements en seulement un an, soit 4 immeubles, tous financés. Super. Mais comment j'ai pu enchaîner des prêts immobiliers? Georges, quand on le rencontre, on a l'impression d'être dans la vie. Enfin, il vous fait rentrer dans la vie, il vous fait rentrer dans la mort. Il a ça en lui, c'est un corps qui parle, il est là, il est terriblement là. Pour avoir un enrichissement avec un tel bonhomme, où il faut être très 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 simple, parce qu'il aime les choses simples, mais alors très dégagé de tout opportunisme ou autre chose, ou alors il faut être quelqu'un qui en veut aussi. Donc à ce moment-là, il y a provocation chez lui, du fait qu'il y a échange.
Oh non, c'est c'est un pas vrai. provocateur, un agitateur, un animal. Son nom est Georges Perros. C'est vrai que, par exemple, quand je disais qu'il disait des choses affreuses, etc., dans son autobiographie, il y a aussi quelque chose d'assez provocateur, presque nihiliste, dans cette espèce de balance entre le bien et le mal, de manière relativement indifférenciée. Hmm. Sinon, je me rappelle plus trop de choses très provocatrices, mais très probablement. C'est vrai qu'il a l'œil un petit peu taquin. C'est pas vrai, je n'apporte pas du tout beaucoup, je suis un contrepoison, quoi. Dans la crise d'une population de jeunes qui part sur Douarnenez, je trouve qu'il y a eu une révélation de la part de Georges et d'une autre personne qui est amie d'ailleurs à Georges Perros et qui s'appelle Henri Manisse. On trouve quelques êtres comme ça à Douarnenez qui se penchent sur le problème d'une vie. Ce sont deux êtres qui pour moi empêchent la ville de s'endormir. Je les mets tous les deux un peu en parallèle parce que ce sont des gens de spiritualité. Il y a l'un qui est donc Perros, qui est poète, et Manisse qui est prêtre. Il était bon que Douarnenez trouve ces deux êtres qui sont là au service des autres. Il est terriblement là parce que je pense, enfin... C'est intéressant de mettre en lien le prêtre et le poète par rapport à la spiritualité. Après, c'est une image assez éculée, mais ça montre un peu cette idée que le poète, être poète, c'est plus lié à un état d'esprit, de disponibilité au monde et aux autres, que lié à une pratique d'un type d'écriture. Parce qu'il s'est dépouillé, c'est un homme nu. Je veux dire, par exemple, des Oulipiens qui se représentent eux-mêmes comme des artisans, donc pas comme des poètes, mais comme des artisans, sont aussi poètes, hein, en tout cas dans les définitions classiques. Faut que je branche mon chargeur, je reviens dans une minute. Et me revoilà, j'ai dû un peu changer mon cadrage. Hop, j'adapte 2-3 trucs, histoire d'être bien à l'aise. Et on est reparti. Il a besoin donc des petits gestes quotidiens. Il retrouve les mêmes visages, les personnes qui vendent les légumes. Il retrouve les enfants, les femmes, les hommes. Il retrouve donc un monde. Je crois qu'il a besoin des autres. Peut-être pour casser son angoisse. Il a besoin des autres. Alors, j'ai une espèce de réminiscence. Je sens qu'il y a une phrase qui voulait vraiment dire ça. Ah oui.
Attends, c'était quoi la phrase? Voilà. Non, non, la phrase, elle n'a pas tout à fait un lien, c'est juste le mot autre, ça m'a. Voilà, c'était. Car pour aimer les autres, il faut bien s'aimer soi-même, ne serait-ce qu'un petit peu. Mais c'est pas. C'est aussi un peu l'inverse. Peut-être aussi que pour s'aimer, il faut bien que les autres nous apprécient, ne serait-ce qu'un petit peu. Je suis le type qui passe dans la rue, qui il m'aime bien parce que après tout je suis pas un salaud, je crois pas. Enfin oui, ça va. Il y a pas, mais il pense rien de moi, il s'en fout complètement. Je tourne en rond parce que je voudrais bien fuir quelque chose, mais quoi, j'en sais rien. Il y a un état d'urgence, ça c'est sûr. Oui, c'est ça, fuir quelque chose, mais quoi? En fait, on pourrait très facilement penser à la mort. C'est pas ça. Parce qu'il dit que justement, c'est cette espèce de paix intérieure et de conscience de la mort, de plénitude, qui l'amène ici. Et je pense que ça se ressent assez. Je pense que c'est pas du mensonge. On pourrait penser que c'est les autres, le monde extérieur. Je pense qu'en fait, c'est plus peut-être une espèce d'agitation matérialiste. Péros, mon père spirituel de l'anxiété. Ouais, moi, je suis sûr que pas mal de personnes pourraient trouver ça très angoissant de se retrouver à être toujours dans un cercle assez fermé au bord de la mer. Parce que pareil, en fait, la mer, ça pousse à l'aspect fermé. Alors il y a le port qui est vraiment une ouverture sur le monde. Alors là, c'est vraiment, tu fais pas plus ouvert. Mais sans être marin, et encore quand tu es sur le bateau, tu es dans un endroit très clos. Mais sans être marin, en fait, le port, tu as 2 fois moins de territoire puisque tu as la mer de l'autre côté. Donc au final, par exemple, pour ce qui est de balade à pied ou quoi que ce soit, à part longer la côte et rentrer un peu dans les terres, vous avez moins de périmètre en fait. Vous avez moitié moins de périmètre. Bon, après là, je divague complètement, hein, mais oui, ce qui cherche à fuir, tu ne sais pas, ça peut tout à fait être, oui, une espèce d'agitation matérialiste. Et qui essaie de se reconnecter un peu à la spiritualité, à soi-même. En fait, peut-être voilà, ce qu'il cherche à fuir, ça serait l'aliénation, selon moi. L'aliénation. Tout ce qui fait qu'on ne peut pas être soi le plus librement possible. Et je pense que là-dedans, il y a le travail. Bon, après, paradoxalement, lui, il était acteur, alors niveau aliénation, on ne peut pas faire mieux. Mais paradoxalement, ça reste quand même un travail artistique. C'est un peu une pirouette de dire que quand on est acteur, que jouer un rôle en fait c'est vraiment changer de personnalité. Non, en fait je pense que c'est plus compliqué que ça, mais oui, moi je pense que il y a une piste au niveau de l'aliénation. Dommage qu'il ne soit pas là pour répondre à mes questions. Quand je suis tout seul aussi, c'est pareil, j'ai besoin, alors là, je vais pas boire un coup, je fais des tours et des tours comme ça, je suis dans une espèce de cirque. Il n'a pas un circuit précis non plus. Si, mais malgré moi, depuis le temps que je glande dans les rues, tu penses bien que maintenant il est inscrit, je marche sur mes pas, quoi. C'est comme des traces, c'est comme des choses, c'est comme un escargot qui laisse des traces, alors. J'ai la... Enfin, c'est peut-être ça l'écriture, j'en sais rien. Il a le goût de la comparaison prosaïque. J'ai besoin de confirmation, parce qu'autrement c'est comme les gens qui croient en Dieu et qui sont chrétiens et qui vont à l'église. On se demande souvent si on ne l'est pas, pourquoi les gens vont à l'église tous les dimanches, même tous les jours. Eh bien c'est la même chose. Ils vont tous les jours quelque part parce que pour se confirmer en tant qu'existence. Ben, moi comme je ne suis pas croyant, je suis plutôt sûr que croyant. J'ai besoin aussi de me repérer, de me donner un corps qui ne soit pas tout à fait celui que tout le monde voit et que moi je supporte comme je peux. Il a besoin de beaucoup de tendresse. Je crois que sa tendresse part lorsqu'il caresse ses enfants, Tania, son chien. Et il y a une complicité, je crois aussi. Quand Georges passe au marché, il y a une complicité connue ou inconnue des êtres. Et je crois que les gens ont besoin de son passage, comme lui, il a besoin d'eux. Ouais, c'est assez étrange cette façon de
le présenter. En fait, moi, ce qui me pose un peu problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un petit peu exagéré. J'ai un peu du mal à trouver que c'est complètement légitime. Même si, en fait, je crois vraiment à la bonne foi de tout le monde. Je suis pas sûr que ça soit vraiment la bonne voie dans la quête d'affirmation de soi. Je pense que mais peut-être que c'est tout à fait impossible, hein, mais il y a peut-être une sorte d'aliénation aussi dans l'exil et dans l'adoption d'une posture un petit peu marginale qui deviendrait peut-être là aussi un rôle. Alors, honnêtement, qui suis-je pour dire ça, hein, parce que mais c'est des fois l'impression que ça me donne dans ce que dit Perros, par exemple quand il parle un peu régulièrement du suicide. Peut-être que c'est provocateur aussi, peut-être que... Et quand les personnes disent autour de lui qu'il a besoin de beaucoup de tendresse, je me demande si c'est pas aussi une réponse à une posture. Mais malgré tout, j'aime beaucoup, je veux dire... oui, complètement. Je suis content que tu sois assez d'accord avec moi, Nino Hamas. Mais oui. Bon, malgré tout, c'est intéressant. Tiens, je vous ferai bien la lecture d'un petit passage. Je sais que... Là, voilà, justement. Je l'ai là, une vie ordinaire. Ça pourrait être intéressant avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous lire, par exemple, peut-être le début, juste d'une vie ordinaire, quelques débuts, enfin, quelques vers. Le premier paragraphe, première page, ça se présente sous la forme de petits poèmes. Voilà, un peu comme ça. Si vous pouvez voir, si c'est un peu trop clair peut-être, mais voilà, des poèmes comme ça, dont vous voyez que c'est totalement versifié, mais en fait il n'y a pas vraiment de structure. Bon, alors je vais faire une petite... Il reste des personnages publics. Oui, c'est vrai, en plus, il y a l'idée de célébrité. C'est vrai, comme il disait, c'est là qu'il s'est fait un nom aussi. Donc je fais une petite lecture. Une vie ordinaire. On m'a bien dit que j'étais né, mais de si drôle de façon. Je me méfie des gens qui m'aiment, sans trop pouvoir faire autrement. Bref, j'attends confirmation de cet événement suspect. Rien ne m'ayant encore donné l'enviable sensation d'être tout à fait là sur terre, plutôt que dépendant d'un ciel qui change souvent de chemise, bien plus que moi. N'importe, allons, je suis pour le discours humain, je suis pour la moitié de pain, le désespoir c'est de se taire, et si mon langage vous pèse, quoique si léger, si fuyant, rien de plus facile à votre aise que de jeter ce livre au vent. On voit qu'il y a quand même une petite rime à la fin, donc on n'est pas sur de la poésie totalement libre, hein, je veux dire. Il se donne la liberté de pouvoir recourir à la rime, etc. Et il ne veut pas se contraindre à la liberté non plus. On arrive ici par une venelle qui n'a pas de nom. On grimpe, on descend des escaliers, on passe par des coups. On dirait un peu Las Palais de Chevalier et Las Palais des fois. Et la voix même aussi. C'est rigolo. Ah, c'est une forteresse ici ou quoi? Oui, c'est une camisole de faiblesse. C'est là qu'on ne me dérange pas en général. C'est là que j'aime avoir la paix, tranquille. Nécessité. C'est là où s'arrêtent les chemins où Georges Perros erre. Oui, enfin, c'est le cœur de tous ces chemins, puisque c'est à peu près au centre d'un lieu que j'ai élu, en quelque sorte, et qui est hanté par des fantômes qui sont miens. Pour travailler, il faut que je m'enferme totalement et que je me coince moi-même. Par exemple, là, en général, je ferme la porte à clé à l'intérieur. Je m'enferme à clé, moi, je m'enferme à clé. C'est un repère, c'est une espèce de... C'est pour me refaire, enfin, c'est pour recharger mes accus. Je suis vacant, tout à fait. Et recharger mes accus, je sais pas ce que ça veut dire accus. C'est peut-être l'occasion d'apprendre un mot. Accus. Alors... Accus.
2C. Recharger mes attuts. Je vois pas vraiment ce que ça peut vouloir dire précisément. Ok, accumulateur. Ok. Je sais pas si c'est peut-être mes. Quand recharger ses attuts. Ah, mais les attuts, c'était vraiment du langage. C'est genre recharger mes batteries en fait. C'est du langage technologique. Ok. Je crois bien que c'est ça. Hein. C'est pour recharger ses batteries en fait. Recharger ses attuts. Et là, mon travail, c'est ça. C'est de ne pas avoir à travailler, mais d'être tout à coup surpris par quelque chose qui se pose sur moi, disons, comme un oiseau se pose sur l'épaule. Alors c'est-à-dire que c'est pour ça que j'écris des notes, ça va jamais très loin. Je ne veux pas écrire très longtemps, évidemment, parce que... Justement, Perrault, c'est celui qui a écrit les papiers collés, qui sont littéralement des notes. C'est intéressant, cette question, cette posture du brouillon. C'est intéressant. Très vite, et puis... Alors c'est ce qui est bien. Il y a des choses peut-être plus urgentes à ce moment-là qu'il faut faire. Ah, il y a toujours des choses plus urgentes. Je ne connais pas de repos, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Quelque chose de très urgent à faire et qui me fait ressortir, et je vais encore à la recherche de cette chose très urgente. C'est ça, tu ne cesses d'interrompre ce que tu viens de commencer. Quoi. Oui, c'est-à-dire que je suis perpétuellement interrompu. Bah tiens, je l'interromps. Je vois que tu as mis mixte entre Pétu et Ati. Oui. Là-dessus, ouais, moi ça m'a fait penser aux Ati. Ou les écus aussi. Voilà. Et mon travail, c'est ça. Mon travail, c'est de résister au travail. Lire, là, Mon travail, c'est de résister au travail. C'est formidable. On voudrait tous le même. Je pense que certains ont des prédispositions. C'est une espèce de coma. Je me débranche complètement. Je suis tout à fait débranché. Je n'existe plus et je lis comme... Le manuscrit que je lis m'anesthésie totalement. Moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est de me laisser absolument dans l'abandon total. Et s'il arrive quelque chose, eh bien, je le note, disons. C'est ça, les notes, c'est ça le problème. Alors, j'ai un petit cahier, un petit carnet, et je n'écris pas, en fait. C'est un pense-bête, quoi. J'écris pour me rappeler ce que j'ai à écrire, si tu veux. C'est ça. Alors, et puis comme je suis paresseux, je laisse ça tel quel. Après, on dit que c'est naturel, évidemment. Et on l'édite. Oui, bien sûr, pourquoi pas, ça fait partie d'une catégorie d'écriture. Il y a les notes. Ça ne se vend pas, mais il y a les notes. On l'édite, oui. Enfin, on l'édite, oui, on l'édite. Bon, ça, c'est pour les papiers collés. Ouais. Le travail est une chose pour moi très difficile à comprendre. Je comprends très bien si je clouais des caisses ou si j'étais un travailleur manuel. Ce qui me manque, c'est ça, c'est que je suis, on dit un intellectuel, et c'est vrai. Alors un intellectuel, c'est très curieux comme travail, naturellement. Et je n'ai pas la chance d'avoir un chantier devant moi de travail, c'est-à-dire, je ne suis pas romancier, par exemple. Alors un romancier, il en a pour 3-4... C'est intéressant ce qu'on disait sur... par rapport à ce qu'on disait sur la posture, et du fait que c'était quand même une personnalité publique et tout... il ne joue pas non plus le jeu de faire comme si voilà, il n'était pas célèbre et comme s'il n'y avait pas des journalistes qui venaient faire un documentaire sur sa façon de vivre, etc. Donc il a quand même une forme d'honnêteté de ne pas se renier, de ne pas renier ses spécificités entre guillemets extraordinaires pour faire... pour donner une espèce d'image de posture de mec complètement banal. Ouais, bien sûr. Il reste sincère. Oui, malgré tout, au moins, c'est pas mal. De travail. Moi, par exemple, je ne peux pas travailler mes poèmes parce que ils ne sont pas susceptibles d'être travaillés. Ça me désole, d'ailleurs. Je suis désolé par ça. J'écris très très vite les choses et je ne peux pas y revenir parce que j'ai même pas besoin de corriger, c'est comme ça et puis c'est tout. Je n'ai pas de langage arrêté justement parce que quand, je te disais tout à l'heure, quand on me demande un texte, alors là mon langage je l'arrête, c'est comme un flic qui arrête la circulation. Mais autrement, moi non, je laisse aller et je suis pris en écharpe par ce que j'écris. Si tu veux, le poème pour moi c'est ça, c'est quand je suis pris en écharpe, donc je suis pris dans un mouvement. Hein, un peu équivalent au crachin.
Ici, quand il pleut pas d'une manière verticale, comme ça, comme dans le Midi. Il pleut comme ça. C'est une espèce de manège. Flou. Oui. Alors il y a une espèce de jeu comme ça et et le vert pour moi, le bien, c'est ça. Alors, comme je disais, on a eu, il a le goût de la. Puis les caméras amènent le personnage, oui aussi. C'est vrai. C'est vrai, forcément, quand on observe, c'est toujours un peu différent. C'est vrai qu'il a le goût de la comparaison. Je veux dire, il a comparé l'écriture à quoi? À la trace d'un escargot. L'inspiration de l'écriture, il a comparé à un oiseau sur son épaule. Là, il le compare au crachin. Alors, on est toujours quand même sur des choses très basiques, entre guillemets, mais qui donnent quand même trois aspects de sa vision de la littérature pour l'instant. Alors, trace de l'escargot, on a quand même l'idée de lenteur, d'aspect laborieux, d'aspect insignifiant et quand même de témoignage testimonial. Avec l'oiseau, on a l'idée de beauté lyrique et d'inspiration extérieure. Et avec le tourbillon, on a aussi cette idée d'inspiration extérieure, mais cette fois-ci, qui est plus de l'ordre du mouvement. Pour moi, ça évoque vraiment les émotions, le mouvement émotionnel, et pas de quelque chose de peut-être un petit peu plus... c'est un peu moins esthète que l'image de l'oiseau. Mais bon, les deux dernières sont quand même assez proches en sens. Comme ça, il tourne sur lui-même, et puis il revient sur lui-même. Alors c'est une espèce de oui. de petit... Et l'idée de répétition aussi, de retour à soi, de cercle, de circularité. Comme ça, de petits mouvements, et moi je me laisse faire naturellement, mais par exemple, j'ai pas écrit un vers depuis des années. Hein. Moi j'ai écrit beaucoup de poèmes quand j'étais jeune. J'ai commencé à écrire des poèmes vers 13 ans par là, quoi. Comme tout le monde, quoi, en fait, comme tous les gosses, c'était parfaitement idiot. Oui, comme tout le monde. Non, mais c'est vrai, ça devait être une mode, hein, je veux dire, on disait beaucoup, oui, pour draguer, faut faire un poème. Ça devait être assez courant. Mais maintenant aussi, ça doit être relativement courant, de toute façon. C'était nul. Mais enfin, je trouve que c'est intéressant, je veux dire par là, que c'est très bien d'écrire des vers à 12-13 ans, c'est très bien ça. Parce que... Là, c'est quoi son sonnet? Parce que c'est intéressant. Gosse, c'était parfaitement idiot. Ouais, je vais pas y arriver. Hein. Fidèle, toujours. Oui, fleur. Ah, j'arrive pas. Comme tout le monde, en fait, comme tous les gosses, c'était parfaitement idiot. C'est trop collé comme papier. Mais enfin, je trouve que c'est intéressant, je veux dire par là, que c'est très bien d'écrire des vers à 12-13 ans. Serez-vous fidèle toujours? Une fleur charmante. Aimerais-tu? Parce que ça fait mettre la main à la pâte, tout de même. Hein. La poésie, en général, ça devrait apprendre à lire, mais comme l'enseignement est une catastrophe, naturellement, la poésie, on ne devrait pas l'enseigner. Ça se voit qu'il est quand même très désabusé de la société et de son temps, Georges Perros. Il est assez critique envers la société, je trouve. Par un seul poème dans les bouquins d'éducation, parce que c'est très nocif, parce que ça fait croire que la poésie est un luxe et que Baudelaire est un poète. Enfin, donc si c'est un poète, c'est pas un homme comme les autres, et si c'est pas un homme comme les autres, alors il est investi d'un pouvoir extraordinaire. Donc ça veut dire que le poète devient quelqu'un d'élu. Alors si le poète est élu, il n'a plus aucun intérêt, parce que si c'est pas la peine, si on est élu, on est coincé dans notre élection, c'est pas amusant ça. Moi je crois que tout le monde a la poésie dans la peau, c'est le fait d'exister qui est la poésie. Alors chacun, le fait d'écrire n'est pas pour moi, le fait d'écrire des vers n'est pas pour moi signe de poésie, attention. Et voilà, justement c'est ce que j'allais dire, en fait il est un peu à la jonction entre les deux images classiques qu'on a du poète, et justement là j'allais dire que ce qu'il disait c'était pas tout à fait encore, mais il s'est rectifié lui-même, mais en gros on a souvent tendance à opposer le poète inspiré et le poète artisan. Le poète inspiré, c'est vraiment le poète orphique,
en lien presque avec les dieux, tu aurais la beauté comme dieu, et tu aurais une espèce de fureur poétique, ça s'appelle comme ça, une sorte d'inspiration extérieure transcendante en fait. Et le poète artisan, c'est le poète qui en fait crée de la beauté, du sens, par un travail en fait, un travail de bureau en fait, un travail d'écriture. Et par exemple les Oulipiens, les Parnassiens sont des exemples de courants, enfin de poètes qui n'étaient pas spécialement adeptes de l'idée d'inspiration, qui est par exemple plus en vogue chez les romantiques et même les surréalistes au final, hein, même si les surréalistes c'est un petit peu ambigu. Mais Georges Perros, lui, il est aussi dans une certaine ambiguïté parce qu'il dit à la fois que il est il suit le poème, il suit le mouvement du poème, et en même temps que tout le monde peut le faire et que le poète n'est pas en fait il renie, voilà c'est ça, il renie l'image élitiste du poète inspiré sans remettre en question le principe d'inspiration. Il considère simplement que l'inspiration c'est quelque chose que tout un chacun peut avoir en suivant le mouvement du poème. Tout un chacun, je pense que voilà, après on peut se dire voilà, c'est une certaine disponibilité d'esprit aussi. Il faut être dans certaines conditions et peut-être le vouloir, etc. Mais en gros, je pense qu'il dit qu'on peut soi-même créer les conditions de sa propre inspiration. Et donc il jongle un petit peu entre les deux concepts. Des idées sur la question un peu infantile, je voulais pas être édité parce que je trouvais ça un peu comme une trahison, un peu comme aujourd'hui avec la télévision, des choses comme ça, mais finalement je le fais. On parle de la télévision. Je voulais pas être édité. Et j'attendais, c'était un peu, un côté, c'est vrai, c'était un peu infantile de ma part ça. Ah, mais pareil, voilà, il a pas de mal à se critiquer, ça aussi c'est assez fort. Et pareil, je fais vraiment une pause à chacune de ces phrases, mais je trouve que là on est vraiment dans le cœur de ce qu'il dit, là on arrive vraiment au cœur. Là c'est plus les voisins qui parlent de lui, là il parle vraiment de ce qu'il perçoit, de sa perception de la poésie en fait. La question de l'édition et de la poésie c'est assez délicat, parce que c'est une tête, c'est un monstre à deux têtes en fait. Il y a d'abord la question de est-ce que oui c'est une trahison de dévoiler l'intime, particulièrement chez des poètes qui comme Perros sont extrêmement intimes pour des raisons principalement pécuniaires en fait. Et il y a aussi la question de est-ce qu'on sera capable de résister au fait de savoir que très potentiellement la prochaine œuvre qui sera écrite sera vue par tout le monde, etc. C'est une question qui peut être très délicate, je comprends, mais effectivement il dit que c'est assez infantile. Alors il y a oui, parce que dans infantile moi je vois le côté un peu boudeur, un petit peu boudeur qui veut pas se conformer juste aux difficultés de la réalité, qu'on n'a jamais rien sans rien, voilà. Mais c'est vrai que la poésie a cette spécificité de beaucoup de traiter de l'intime et de demander souvent, quand on parle de poésie assez inspirée, de demander une disposition d'âme assez solitaire et sereine, en tout cas chez les poètes comme Perros, disposition qui peut être troublée par la connaissance du fait par la conscience du fait qu'on sera lu par un public très élargi. Et puis je me suis dit pourquoi pas, après tout, il faut bien dire ce qu'on est, il faut bien dire ce qu'on est, et être jugé par les autres, et s'ils me disent que je suis un idiot, je ne les croirai pas naturellement, ça ne me dérangera pas tellement puisque je ne les croirai pas, mais je saurai que ce que j'écris n'a pas dépassé une espèce de... Il y a un petit mur du son pour l'édition naturellement. Cela dit, il y a tellement de livres qui paraissent qu'on ne sait plus, quoi. On ne sait plus. Et ça se vend bien la poésie maintenant?
Ah bah pas la mienne, mais il doit y avoir des types qui... Oui, S'il savait. Mais bon, c'est vrai que Perrault, il n'est pas si connu que ça, finalement. Georges Perros, vous avez fait paraître chez Gallimard 3 livres jusqu'à présent, en attendant le 4e qui j'espère viendra. Les papiers collés, les poèmes bleus et une vie ordinaire. Et ces livres ne sont pas d'une forme, disons, classique. Vous dites vous-même d'ailleurs que ce qui vous intéresse, c'est l'inachèvement. En ce qui concerne les papiers collés, par exemple, c'est assez flagrant. L'achèvement et aussi, moi, je rajouterais l'autobiographie aussi. C'est vrai que les trois, même toute sa bibliographie est portée par son expérience de la vie. Bah, quand on est reçu, quand on est cul de jatte, on dit qu'on ne fera pas le tour de France, quoi. Alors moi, l'inachèvement, c'est parce que quand je commence, quand j'écris, je crois que je vais écrire longtemps et que ça va être bien, et puis je m'aperçois très vite que c'est très court et que je ne peux pas aller très loin. Alors ce sont des bouts qui finalement, ce qui est possible, et c'est pour ça qu'il y a tout de même un livre, c'est parce qu'on veut bien croire que c'est un genre littéraire, mais c'est un peu posthume, si vous voulez. En général, ce sont des bouquins qu'on publie après la mort du type. Et alors, moi, c'est un peu prématuré, c'est juste. Et alors, quand les gens aiment bien, d'ailleurs, ce que je fais, des amis en général, d'ailleurs, c'est ce qu'ils me disent. Et ils me disent aussi que ce que je fais ne ressemble pas à grand-chose, que c'est... Alors, ils viennent voir. C'est pour ça qu'on vient me voir, d'ailleurs. En général, c'est peut-être pour ça que vous êtes venus. Dans vos livres, il y a un côté moraliste, non pas que vous oui, c'est un terme péjoratif, je sais. C'est un terme péjoratif. Je ne veux pas dire par là que vous essayez de faire la morale aux autres, c'est absolument pas. Et encore, moraliste, moi je trouve que c'est la vie du Twitcher actuel. Ouais, c'est... Non mais c'est vrai, à l'époque, passer à la télé comme ça... c'est quand même assez exceptionnel pour un gars qui se prétend pas beaucoup vendre. C'est quand même son 3e roman, hein. Enfin roman, son 3e recueil. C'est assez rapide, hein, comme tu le sais. Bon après, comme je disais, il avait une vie parisienne quand même assez célèbre à l'époque. Mais quand même, c'est vrai que là, il a publié que trois œuvres. Et oui, qu'est-ce que je disais ? Je parlais de la question de moraliste en fait. Le problème c'est que le moraliste, comme par exemple La Bruyère, ils vont, et encore La Bruyère c'est pas le plus moraliste des moralistes, hein, mais justement le sujet du CAPES, de la dissertation du CAPES sur lequel j'ai planché cette année, posait la question de la critique de la morale par le moraliste La Bruyère. Et en fait, c'est souvent une position très surplombante et très désincarnée, en fait. En fait, il n'y a pas d'autobiographie chez le moraliste. Le moraliste, lui, il est limite, en fait, c'est un saint. Il ne le dit pas, mais en fait, il se prend rarement en exemple, etc. Il n'y a pas de... En fait, Perros, il est plus une sorte de critique au sens large, hein, de critique de la nature humaine en se prenant lui-même en exemple. Donc au final, s'il est moraliste des autres, c'est surtout d'abord en étant moraliste de soi, ou alors en présentant vraiment des choses qu'il n'aime pas, ça arrive, mais c'est plus une sorte d'aversion personnelle. Voilà. Après, j'ai pas lu tout Perros, hein, mais dans Une vie ordinaire, il y a beaucoup, je pense que là aussi on va beaucoup se pencher sur son dernier ouvrage, donc Une vie ordinaire, il y a beaucoup de critiques en fait des autres. Mais on n'a pas affaire de critique morale, on a affaire à des goûts, des aversions personnelles. On a affaire à des critiques de soi, mais on n'a pas affaire à des critiques surplombantes des autres. Bon, je réponds à la place de Perros, on va voir ce qu'il dit. Personnage, dans vos intentions. Mais à chaque fois que vous observez vous-même ou que vous observez les autres, on a l'impression que vous avez toujours envie de démêler cet étrange animal qu'est l'homme. Oui, je voudrais trouver, je ne suis pas le seul d'ailleurs, il y a des gens qui sont faits pour ça. Moi, je voudrais trouver une éthique, évidemment. Alors, on peut appeler ça le métier de vivre ou des choses comme ça. Mais je suis toujours embarrassé parce que j'ai des obstacles qui n'ont rien à voir avec la littérature. Et comment est-ce que vous espérez vous en tirer ?
Oh, ben, comme vous, mon cher. Comment voulez-vous vous en tirer? Est-ce que vous avez envie de vous en Comme tirer? vous, mon cher. Mais, mais de tirer de quoi? Oui, je me Là, tape on a affaire à l'existence une dans sa punchline, brutalité, c'est-à-dire que je me brutalise, je suis... Bon, on en parlait l'autre jour aussi de ça, je ne suis pas gentil avec moi, quoi. Je me traite très mal, quoi. Je me fais plus mal qu'on ne peut me faire, comme ça on me fait pas mal, quoi. Comme ça, je suis tranquille, quoi. Je suis déjà couvert, moi, de bleu. Un peu d'humour derrière tout ça, mais beaucoup. c'est pas une Est-ce que vous envisagez sans horreur de gagner ou de posséder un jour beaucoup d'argent? question intéressante finalement. Bon, je suis pas contre, moi par exemple, je publie des... Enfin, c'est pas moi qui les publie, c'est monsieur Gallimard qui publie mes livres. Si mes livres étaient vendus à 500 000 exemplaires, je suis pas contre. Je suis pas contre. Qu'est-ce que je ferais de cet argent, ça j'en sais rien, parce que j'ai pas l'habitude d'en avoir, mais si mes livres se vendent, c'est très bien, moi je veux bien, je ne demande pas mieux. Et ça ne vous poserait pas de problème? Aucun problème, tout le monde serait très content autour de moi. Tout ça... 20 appartements en seulement un an, soit 4 immeubles, tous par cœur, la financés. pub. Mais comment j'ai pu enchaîner des prêts immobiliers? Tout ça n'a pas de sens pour moi. Pas de sens du tout. Il y a une liberté, il y a une pellicule, puisqu'on est en train de pelliculer, là, et bien il y a une pellicule de liberté. Et moi, je me suis attaché à cette pellicule de liberté. Tant pis pour le reste. L'ennui, c'est que je suis marié avec les 3 gosses. Alors ça, ma femme n'est pas d'accord avec moi, naturellement. Parce que quand le 20 du mois, il n'y a pas d'argent... Ça me fait penser à Georges Moustaki, Liberté, sa chanson Liberté. C'était un énorme clash. Totalement. En fait, j'aime bien la chanson Liberté de Georges Moustaki. Liberté, longtemps tu m'as aimé, ou longtemps je t'ai aimé, un truc comme ça. Et en gros, la conclusion, c'est qu'il a troqué la liberté pour une cage d'amour et sa jolie geôlière. Et Georges Perros, il a un peu cette vision-là. Mais tout comme dans sa poésie, il se contraint pas à la liberté, il peut se permettre la contrainte de quelques vers par-ci par-là. On parle pas d'alcool ici, mais de quelques rimes par-ci par-là. Et d'ailleurs, il prend aussi la contrainte des octosyllabes pour faire surgir une beauté que la spontanéité seule ne permet pas. Alors peut-être qu'il trouve que effectivement une contrainte... là, on n'est plus dans la contrainte d'amour, c'est la contrainte familiale, qui est un peu peut-être un carcan pour lui, mais je trouve que c'est un jugement un petit peu dur, en vérité. Elle m'en demande, et moi j'en ai pas. Alors là, je me trouve mauvaise conscience. Je crois mais qu'il y a c'est bien d'avoir l'honnêteté aussi, pour reconnaître. Un bonheur, il y a une possibilité de bonheur. D'ailleurs, les gens qui sont sur les terrasses de café l'été, et qui regardent les clochards passer, la réflexion permanente et absolue, c'est comme ils sont heureux. Et comme dans le fond, c'est eux qui ont raison. Alors moi je veux bien, moi je suis d'accord. Seulement, encore faut-il faire un petit effort pour arriver à ce bonheur. Ce qui m'a toujours frappé, c'est ça, c'est... Les gens viennent un mois dans un lieu et disent aux autres comme vous êtes heureux. Je suis pas sûr de la primauté de ce bonheur. Ce qui pourrait vouloir dire que les hommes n'ont pas envie d'être heureux. Parce que si on dit à quelqu'un qu'il est heureux, et pas du tout parce qu'il a de l'argent, ou pas du tout pour des raisons difficiles de compétition sociale, eh bien pourquoi ne pas vivre ici? Pourquoi ne pas rester ici, hein? Mais le problème du bonheur serait donc de rester. Le problème du bonheur, ce serait de rester ou... C'est qui? C'est... Quand tu aimes, il faut partir. C'est qui? C'est René Char, c'est Éluard, c'est qui? Je vais chercher peut-être ses Prévert. Je dirais René Char. Quand tu aimes, il faut partir. Blaise Sandra, ok. Eh ben oui, hein, c'est quelque chose qui est assez présenté, la volonté de mouvance, ou surtout l'aspect mortifère de l'arrêt. Mais Perros dit ça, et en même temps il cherche la quiétude de Douarnenez, où il dit justement qu'il voit les mêmes visages et qu'il est dans une tranquillité absolue.
Donc il y a peut-être une tension ici entre la recherche de l'inquiétude, littéralement, le fait d'être toujours en mouvement, de ne pas être quiet, et en même temps la recherche de la quiétude. Mais peut-être justement une alternance entre les deux, puisque la quiétude totale, peut-être est mortifère, oui. Où rien ne vient nous empêcher d'être heureux. Oui. Si on les voit, Salut. monsieur. Bonjour, ça va? Comme tous les matins. Pâté? Oui. Bien. Pour quelqu'un qui présente... Je me suis retiré liberté. du néant à peine. Je suis presque sans rien sur le rivage. La confiance, la foi, le courage, je fis pour eux un effort d'insecte fervent. Des algues me couvraient, avec des coquillages, je jouais. Même quand je joue avec les branches qui me couvrent, je suis avec vous tous, je suis votre peur de la mort. Après une vie fragile, préoccupée, je repose dans un paisible enclos. Je prends enfin des vacances parmi des grandes plantes et parmi de la terre qui ne bouge jamais. Les lierres, les orties qui poussent spontanément sont mes complices. Ils me parlent de l'air que j'ai tant respiré et qui est un peu comme une chose à moi. Dans rien, je ne suis plus pour rien. Je vis de pensées sans origine, sans avenir, sans souvenir. Je suis de nouveau compagnon de la force du limon. Moi, qui me suis dressé sur les choses terrestres, seigneur et maître, elles s'étendent maintenant sur moi. Pas mal, hein? C'est pas mal. C'est marrant, c'est assez drôle puisque... Ah mais c'est d'ailleurs, d'accord, en fait c'est pas du Perros qu'il lit, il se lit pas tout seul. C'est drôle parce que le poème qu'on a fait ce matin, qu'on a terminé ce matin, il a le mot limon à l'intérieur aussi, et il se termine par le même mot aussi, qui est le mot moi, dans cette idée justement de chaos et de destruction. On y retrouve 2-3 choses. Hein. Merci. Il cause pas beaucoup, On on lui peut pas dire. pardonne. Je sais qu'il aime... Ils n'ont enfin, rien, ça mais ils dépend sont avec heureux. qui, hein, puis pas de... Mais on lui de sa pardonne. qualité pour parler Perros, non ça plus, reste quoi. très sympathique. Perros, Que qui savez-vous n'est pas. de lui? C'est vrai que bon, ce passage, il faisait un petit peu poncif. Mais en même temps, Il habite il a par peut-être nous pas depuis tort quand on se dit, longtemps, ouais. quand on se dit Et ça. que- Voilà. C'est intéressant, l'attrait de la liberté totale. Critique littéraire, ça c'est Ça qu'il peut est. être intéressant. Non. Mais c'est vrai que. Et puis il fait des poèmes. Personnellement, aussi. je trouve qu'il y a toujours, Oui, poème bleu. toujours une Poème bleu, les contrepartie. premiers là, j'ai lu de bleu. C'était très bien. Il est toujours seul. Et après dîner, il vient prendre son café aussi. Toujours seul. Il n'est pas trouvé drôle, quoi. Hein? Très bien, autrement, il va ailleurs, certainement, mais enfin. Quand il est resté 3-4 jours sans venir, il. C'est pas enregistré ça, hein? Si? Non, dites, que vous dites là, quand il est resté 3-4 jours. Hein? Quand il est 3-4 jours, quand il revient, il me dit, vous n'avez pas trouvé drôle, quoi. C'est qu'il est parti à Paris ou ailleurs. Je lui ai dit, quoi. Je n'étais pas forcé de savoir où il allait. Hein? Alors on rit tous les deux après, quoi. On rit de ça. Puis c'est tout. Puis reparle-moi un peu de Georges. Comment tu le connais? Ben, je l'ai connu. C'est un gars que j'ai remarqué comme ça sans vraiment le connaître. Je le voyais tout seul, partout, mais alors. Comment expliquer? C'est très difficile parce que je me demandais vraiment ce qu'il faisait comme travail d'abord et d'une, je ne le voyais pas. J'avais aucune idée de son travail à ce gars-là, et puis j'ai appris plus tard, il y a peut-être 3-4 ans de ça, quand j'ai connu par René Puchavant, j'ai su l'apprécier. C'est un gars qui est tellement bien, tellement simple, c'est pas. Enfin, il est unique sur la Terre, quoi. Que je connaisse moi, c'est un type. C'est marrant d'enchaîner sur il est tellement bien, tellement simple, il est unique sur la Terre. Alors bien sûr, de toute façon, voilà, le poncif, tout le monde est unique, etc.
ça montre bien qu'il y a une certaine d'extravagance dans sa simplicité, une certaine extravagance dans une simplicité qui est en fait un style de vie, qui montre donc que c'est en fait c'est très complexe d'être simple finalement. Voilà, encore un paradoxe. C'est un ami, mais c'est un ami difficile, hein? Un ami difficile, non. Si, il a de mauvaises humeurs, il est en mauvaise humeur souvent, il râle, il gueule. Ah mais oui, mais parce qu'il il est tellement droit que tout le monde soit comme lui. Il trouve une anomalie que l'on fasse, ça arrive malheureusement assez souvent. Bonjour, c'est pas possible, c'est incompréhensible. Je trouve que c'est intéressant de passer par des témoignages des autres pour décrire une personne. Je trouve que c'est assez intéressant. C'est pas, enfin moi, en tout cas, je connais pas beaucoup d'interviews qui interrogent autant dans l'entourage quotidien, autre que familial, etc. Après, je dis ça, mais c'est vrai que dans tous les documentaires un petit peu biopic sur la vie, par exemple, de politique ou de choses comme ça qui passent à la télé, on voit toujours qu'il y a beaucoup d'invités qui sont des personnes, des connaissances, etc., qui viennent toujours partager un peu leur expérience. Vrai. C'est un homme dans le sens propre du mot. C'est un humain dans le sens propre du mot, quoi. Il voudrait sûrement que tout le monde soit comme ça, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ah, malheureusement, tout le monde n'est pas humain. Cette race d'homme, on n'en fait plus, le moule est sûrement cassé. Là, pareil, hein, pensif, hein. Ça se discute. Est-ce qu'il y a une façon d'être humain? Oiseaux par milliers, ils volent vers les feux par milliers. Malgré tout, je suis assez d'accord. Ils tombent par milliers, ils se cognent par milliers, aveuglés par milliers, assommés. Et oui, un humain. Je parlais de l'aliénation, c'est exactement ça. Les autres, peut-être, ne sont pas des monstres, mais tout simplement des aliens. Des autres que même. Supporter des choses pareilles, les oiseaux. C'est pas parce qu'il est râleur qu'il n'est pas parfait. Je sens que ça t'a touché, Nino Hamaz. Est-ce que on doit interpréter ça comme un râle, une exaspération de ta part? Au loin, un cargo fait naufrage, un cargo venant des îles, un cargo chargé d'oiseaux, des milliers d'oiseaux. Je voulais être objectif. C'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est Didi Chandouidoui, je crois, dans une vidéo qui avait montré que Jésus était colérique, au genre de choses. Donc, dans une perspective chrétienne, la colère n'est pas une imperfection. Et ben voilà, Georges, c'est la dernière séquence. On a passé quelques jours ensemble. Oui. On a essayé de se connaître un peu mieux. Oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors moi je pense beaucoup de bien. Je suis presque tenté de vous remercier d'être venu. D'abord c'est une expérience que j'ai faite et que de voir votre travail. D'abord je ne savais pas ce que c'était que la télévision, maintenant je sais. Et je préfère effectivement le travail des techniciens, enfin le travail qu'implique la télévision, plutôt que le fait de la regarder. D'abord moi je ne l'ai pas. Et évidemment, de me sentir pris dans cette espèce de filet dont les mailles se sont resserrées au fur et à mesure du tournage m'a un peu éprouvé, mais c'est normal. Moi, je trouve que c'est très courageux de votre part d'être venu jusqu'ici, parce que c'était et ça reste assez risqué, naturellement. La vie d'un homme est imprenable, à moins que cet homme soit spectaculaire ou artiste ou virtuose ou très célèbre. Alors venir comme ça par amitié, chercher à trouver la petite bête du cœur d'un homme et la petite bête de son existence, c'est extrêmement difficile. Mais enfin, je pensais que ce serait plus difficile pour moi. Je pensais que ce serait plus
Je n'ai pas eu du tout la sensation de cabotiner ou d'être trahi ou espionné. C'est vrai qu'il était très à l'aise. Il s'est passé quelque chose de très bien, c'est-à-dire qu'on ne se connaissait pas. Enfin, toi et moi, on se connaissait un peu, mais je ne connaissais pas tes amis de la technique. Et pour moi, ça a été très important de les sentir... Puis là encore, il joue pas le jeu. Un peu, enfin, par exemple, il connaît, apparemment, il connaît le... Très bon arrêt sur image. Hein. Apparemment, il connaît le journaliste. Il fait pas semblant, il le dit de manière très naturelle. Honnêtement, c'est vrai que quand on voit des postures d'autres auteurs, etc., il y a quand même un effort qui est mis sur la sincérité. Complice de mon sort et de ce que tu me demandais, de ce que tu venais me demander. Je trouve qu'ils sont rentrés dans le chant, puisque chant il y a, avec leur âme, disons, pourquoi pas. Et ça m'a beaucoup frappé, et par conséquent, j'ai oublié tout à fait ce qui aurait pu me faire du mal, c'est-à-dire me montrer. Il y a quelque chose de changé dans ta vie maintenant et dans la vie de Douarnenez depuis qu'on est non, passé, dans ma vie, rien de changé, heureusement, et non, rien du tout. Moi, je vais retrouver mes moutons, mes petits moutons, n'importe comment. Mais il est évident que le spectacle même dans Douarnenez, de quelques voitures de la télévision, de Douarnenez comme d'ailleurs, ailleurs c'est pareil, je pense, a pu troubler les gens et se sont demandé pour qui vient-on, pour qui tout ce matériel. Et quand on leur a dit que c'était pour moi, les réactions naturellement ont été diverses et plus ou moins gentilles. Enfin, je rencontre maintenant des gens dans la rue depuis le tournage qui me disent, des gens que je connais bien et qui apparemment ne m'en veulent pas, et qui me disent, bah, dis donc, tu vas gagner du fric, hein, ça te fait pas mal de briques, etc. Ça c'est vrai que c'est assez révélateur. Quand même, ses réactions, j'aime beaucoup cet homme. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup, parce que là c'est vrai que par exemple là on a pu mettre un petit peu en doute la sincérité de sa posture simple, mais bon, généralement quand il y a un auteur qui vient, et justement comme disait le breton bretonnant, comme dirait Jean de Léry, on ne comprenait rien, mais par contre on a bien compris qu'il rigolait à la question pourquoi est-ce que Perros vient ici. Il avait dit en villégiature. Généralement quand il y a des auteurs ou des écrivains suffisamment de renom pour qu'il y ait des journalistes qui s'intéressent à lui, surtout à une époque où les documentaires, c'était pas, il n'y avait pas France 3 Auvergne, généralement quand un écrivain arrive en villégiature, tout le monde est un peu au courant, quoi. Donc le fait que dans des réactions proches de villages de rue, il y ait de la surprise, il y ait ça montre que c'est effectivement pas un personnage tape à l'œil et qui est pas là non plus pour faire l'exilé un petit peu ténébreux, mais qui aime bien qu'on le remarque malgré tout. C'est quand même un gage de simplicité, il faut bien le reconnaître. Ça, je ne sais pas si c'est par gentillesse ou si parce qu'ils veulent que je gagne mieux ma vie, mais je n'ai pas l'impression. Alors, n'importe comment, tu sais mieux que moi, et nous savons tous que c'est l'amitié qui nous a rapprochés, ce n'est pas l'argent, et l'argent, n'importe comment, il n'y en aura pas. Mais je crois, Georges, qu'en plus de tout, tu t'es fait des ennemis avec notre visite. Oui, n'importe comment, c'est une chose qui ne peut pas me faire des amis, n'importe dans comment. la mesure où même c'est marrant, si ça, même une façon les gens de qui réhabiliter m'aiment bien, n'importe comment. C'est un peu de toute façon. et qui se sont fait une idée de moi. Quand on aime bien quelqu'un, on le fixe dans une espèce de cadre comme ça. Alors je reçois maintenant des lettres ou d'amis qui savent la chose et qui me disent ça m'étonne de ta part, tu trahis tes dieux, comme si j'en avais. Enfin, je veux dire que comme si j'en avais, et si c'était les leurs, les mêmes. Donc tu nous trahis aussi. Enfin, c'est quelque chose qui va les décevoir sur mon compte. Alors ça, c'est à moi de m'en occuper, naturellement, ça me regarde. Mais enfin, j'ai une grosse habitude de la question. Par conséquent, tu n'as pas à te faire trop de bile pour moi. Je ne vais pas me suicider parce que j'ai montré des séquences de ma petite existence ici. Je ne vais pas me suicider, rassure-toi. Extrêmement rassurant. Et si je perds des amis à cause de ça, eh bien c'est qu'ils le mériteront. Ils mériteront d'être perdus en moi, parce que je n'ai jamais éprouvé la sensation de faire des choses, de me trahir justement, ou au contraire.
Dans la mesure où on a à parler, je trouve que les gens ne parlent pas assez. Je suis, moi, pour la parole, et pourquoi j'ai accepté presque avec plaisir. Je suis pour la parce parole. Que je suis pour la parole et je suis pour... je ne veux pas prononcer le mot communication, qui n'a pas grand sens, mais... Je suis pour le discours humain. Je trouve que c'était un acte, pour moi, de responsabilité, justement. Comme ça, au moins, on saura. Et ceux qui diront ce qu'il a dit ne m'intéresse pas, mais au moins, ils sauront que je peux dire des choses qui ne sont pas intéressantes. Ce sera très bien. Mais parce que comme ça, ils ne se trompent vraiment plus sur mon compte. Presque pareil que la fin de ce reportage est en fait très similaire à l'ouverture de ce roman. Parce que voilà, il dit « je suis pour le discours » et après il dit bah, rien n'est plus simple pour vous, rien n'est plus facile à votre aise que de jeter ce livre au vent, si mon langage vous pèse, quoique si léger et fuyant. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai bien aimé retrouver ça, hein, c'est pas non plus TKT, faudra que je change la typo parce que c'est pas très lisible. Ça fait du tripéros avec les amis. Non mais voilà, c'est une bonne façon aussi de voir les choses. De toute façon, Pierre, c'est pas des vrais amis. Mais ouais, je sais pas ce que ce que tu as pensé parce que tiens, viewer, c'est toujours Nino Hamaz à 200% avec moi. Bon, j'espère que tu as bien aimé. Bon, ça a duré un peu plus de temps que prévu parce que je pensais faire un live d'1 heure. Là, je suis vraiment sur 2 heures. C'était vraiment top. Bon, super. On se retrouve dans quelques temps, je sais pas encore. Moi, je vais être un peu comme Perros. Je vais venir à mon aise pour faire peut-être un travail d'analyse de texte. Je me serais pas concentré aussi longtemps toute seule. Ouais. Et bah super, c'est l'avantage du live. Et puis tu as eu le droit à des super commentaires de ma part. J'espère que maintenant tu as un petit peu de Perros en toi et que tu t'auras découvert un auteur, je ne sais pas si connu de ça, mais qui est quand même assez intéressant, un vrai auteur, je trouve, qui a une posture assez intéressante. Voilà, bon, il est 56, Perros est en moi, et ben on va se quitter sur ces bons mots, et on se retrouve bientôt pour un prochain live. À plus.